présenter une conférence intitulée « Une petite histoire de France à travers l'évolution du siège ». Alors ce titre peut paraître assez anecdotique. En réalité, je vous présente une petite balade à travers les siècles autour d'un thème principal qui est le siège. Vous m'entendez ou... Oui, c'est bon? D'accord. Alors pourquoi le siège? Parce que son évolution à travers les âges est très représentative des arts décoratifs en France, du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. Ceci dit, moi je vais aller du Moyen-Âge jusqu'au milieu du 19e siècle. Mon propos n'est ni de vous faire un cours sur l'histoire de France, dont je suis vraiment incapable, ni une histoire très rigoureuse du siège, mais plutôt de vous emmener dans une petite balade avec des anecdotes et des liens, et vous montrer les liens qui unissent un objet de notre quotidien à la grande histoire et à l'histoire des techniques. Voilà, alors nous sommes partis. Donc on commence au Moyen-Âge. Alors après une longue période historique de déstabilisation et d'invasion, la fin du Moyen-Âge est marquée par une période plus prospère qui va voir s'épanouir les arts et s'enrichir une partie de la population. Le mobilier va lui aussi connaître une période d'épanouissement. Jusqu'au XIIIe siècle, les charpentiers étaient les seuls artisans du bois. Mais au milieu du XIIIe, certains d'entre eux, plus spécialisés dans les menus ouvrages, veulent faire reconnaître leur indépendance par rapport aux charpentiers. Ainsi, en 1268, dans le livre des métiers d'Étienne Boileau, le fabricant de meubles est-il appelé pour la première fois charpentier de petite cognée, en opposition aux charpentiers de grande cognée, qui étaient plus les charpentiers qui travaillaient pour l'architecture. Le 4 septembre 1382, un premier règlement du Parlement de Paris sépare les charpentiers, donc de grande cognée, du menuisier, où le terme apparaît pour la première fois. Menuisier vient de menu travaux en fait. Donc le charpentier de grande cognée faisait les gros travaux et le menuisier faisait les petits travaux. Cette décision est entérinée par lettre patente de Louis XI en 1467. Donc, selon la nature des travaux, les menuisiers médiévaux portent des noms plus précis. Donc le menuisier qui faisait appelé l'huissier, menuisier huissier, faisait tous les travaux de portes et de fenêtres, d'où huissier, voilà. Le huchier, le menuisier huchier, lui, faisait des coffres et des bahuts, car le terme huche désignait tout ce qui était bahut et coffre à l'époque. Donc voilà, nous avons deux types de menuisiers, le menuisier huissier et le menuisier huchier. Voilà. Alors comme toutes les professions à l'époque, celle de menuisier faisait respecter une réglementation très contraignante. On apportait aux meubles un soin particulier. Par exemple, il y avait une défense formelle d'utiliser du bois d'aubier, du bois tressaille ou du bois vert. Des officiers visitaient les ateliers pour vérifier la qualité des matières premières et la qualité des ouvrages. En cas de non-respect des œuvres, en cas de non-respect de ces réglementations, les œuvres pouvaient être saisies et le menuisier pouvait se voir saisir aussi tout son outillage. C'est bon, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Donc, alors, hop, au Moyen-Âge, donc, le meuble est encore un objet assez lourd où on voit bien l'héritage de l'œuvre de charpenterie. Donc, vous voyez ici le premier meuble connu en France qui a été conservé. C'est l'armoire de Basine qui est conservée dans une église en Corrèze. Donc, vous voyez un aspect encore assez très massif, très carré. Vous voyez, hop, voilà. C'est quelque chose de très carré. Et vous voyez, les portes, retenues par des pentures, sont assemblées à plat joint. Voilà. Donc, vous voyez quelque chose, on s'imagine bien là que c'est un charpentier qui a pu faire l'ouvrage. Ceci dit, l'évolution des techniques va faire évoluer le meuble. Donc, dès le XIVe siècle, comme ça, vous m'entendez donc mieux là? Je suis désolée, donc
D'accord. Donc, ça, je recommence pas, hein, vous avez bien. D'accord. Donc, au XIVe siècle, l'évolution des assemblages va entraîner un peu une réforme du mobilier. Là, au XIVe siècle, se généralisent les assemblages à tenons mortaise et à queue d'aronde. Et dès la fin ou le milieu du XIVe siècle apparaissent les assemblages à rainure et languette. Ces assemblages sont très importants car ils vont permettre, grâce à eux, le menuisier va pouvoir assembler des planches d'épaisseurs différentes. Et donc, dans un bâti, on va pouvoir introduire des panneaux à l'intérieur du bâti. L'outillage aussi va évoluer avec l'apparition des outils à fût, comme la varlope. Je dois peut-être oui mettre. C'est mieux. Non, c'est mieux plus proche. On va y arriver. D'accord. Donc avec toutes ces évolutions, par contre, le meuble va gagner en solidité et en légèreté. Alors voici un intérieur médiéval. Donc comme vous le voyez, tout ce qui est tenture, tapisserie, coussins ou carreaux ont beaucoup d'importance. En effet, dans l'ameublement, le tissu permet le confort, mais aussi de se préserver du froid. À l'époque, tout mobilier était un objet de luxe. Ils étaient plutôt simples, faciles à transporter, ce qui répondait au mode de vie de l'époque. En effet, les rois et les nobles voyagent beaucoup et ils emportent avec eux tous leurs meubles. Meubles venant de mobiles, ce qui pouvait être emporté avec soi. Et la grande part de la production étaient des coffres qui servaient aussi de sièges. Mais le mobilier commence à se diversifier un petit peu. Et voici les tout premiers sièges qui ont été conservés. Donc, très peu sont arrivés jusqu'à nous. Mais vous voyez, ils étaient encore très simples. Il semblerait qu'il y avait beaucoup de petits tabourets, ou encore appelés scabelles, de nombreux bancs. Voilà. Et le meuble phare au Moyen-Âge, c'était la chaire, ou encore appelée cathèdre. Donc, elle vient de l'évolution du coffre. Comme vous voyez, le coffre, c'était la partie basse, auquel on a ajouté un haut dossier, ainsi que des accoudoirs. Voilà. Donc, ce sont des lignes encore très rigides, mais grâce à l'assemblage à rainure et languette, on peut introduire des panneaux que l'on va largement sculpter. Alors, dans un premier temps, avec des décors de serviettes plissées ou encore appelés parchemin plissé. Et ce décor va évoluer avec le temps et l'apparition des fenestrages gothiques qui seront directement inspirés du vocabulaire architectural. Vous voyez un fenestrage gothique et ceci c'est une petite planche sculptée avec un décor largement inspiré de l'architecture. Avec la Renaissance, sous le règne de Charles VIII, un groupe d'artistes italiens va venir travailler en France pour la première fois au château d'Amboise. Puis, sous l'impulsion de Georges d'Amboise, ministre de Louis XI, l'art italien va se développer rapidement dans les ateliers français. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg va également fortement influencer les arts. En effet, les imprimeurs vont très vite se mettre à imprimer des planches d'ornement comme celle-ci, qui est une planche d'ornement du célèbre Hugues Sambin de Dijon. Et ces planches d'ornemantistes vont influencer menuisiers et sculpteurs qui vont en reproduire les motifs ornementaux. Et tous ces motifs ornementaux vont très vite être assimilés par les artisans du bois. Le vocabulaire ornemental de la Renaissance est également fortement influencé par l'Antiquité gréco-romaine. En effet, à la fin du XVe siècle, on découvre à Rome la maison dorée de Néron, ou encore appelée Domus Aurea. Cette maison, ou palais de Néron, avait été ensevelie lors de l'édification des thermes de Trajan, à Rome. C'est un palais antique
qui va fortement influencer les artistes de l'époque. En effet, on y découvre un décor tout à fait nouveau que vous voyez ici, qui sera appelé par la suite grotesque. Vous voyez un décor très symétrique. Alors pourquoi grotesque? Parce que comme je vous l'ai dit, cette maison a été découverte ensevelie sous des remblais. Il fallait donc descendre pour aller la contempler. Et on sait que des artistes comme Raphaël, Michel-Ange ou encore Ghirlandaio sont très certainement descendus pour la visiter, cette maison. Comme le montre le décor des loges du Vatican de Raphaël, où vous voyez, on retrouve ce décor très symétrique, très fin, à partir de lambrequins, des motifs de tableaux qui s'organisent un peu comme on retrouve ici. Voilà, on les retrouve avec des guirlandes. Voilà. Donc ces motifs seront appelés grotesques. Et les grotesques vont avoir, durant toute la Renaissance, un grand aura. Donc, vous voyez, on a un axe de symétrie et des feuillages qui s'organisent et s'enroulent. On a de nombreux médaillons qui viennent de l'Antiquité romaine, des palmettes, des rosaces et toujours cet axe de symétrie. Alors en France, on retrouve probablement pour la première fois ce type de décor au château de Gaillon et surtout voilà, dans la galerie, vous voyez ici le médaillon issu de l'Antiquité, l'axe de symétrie et les palmettes qui s'enroulent. Donc ce décor va se retrouver bien sûr sur notre chaire, dont la structure est encore très médiévale, vous voyez, avec des lignes très droites, un coffre à la base, un dossier très haut. Pour la première fois, par contre, il y a une ronde bosse qui s'installe en partie supérieure, mais le décor sculpté a bien évolué depuis le fenestrage gothique. On retrouve notre médaillon, notre axe central et un décor de volutes et d'arabesques qui s'organisent de façon symétrique. Avec le temps, le siège va avoir tendance à s'alléger. Alors les allègements proviennent de la disparition du coffre. Vous voyez là, ce sont vraiment des pieds qui sont encore entourés par un système d'entretoise, ce qui est encore assez lourd, mais les supports d'accotoir et les accotoirs vont se libérer de leur partie centrale. Donc on a un siège pas encore tout à fait léger, mais qui s'allège quand même. À la fin de la Renaissance, on va trouver des sièges comme celui-ci, qui est appelé caquetoir. Alors, c'est un terme qui apparaît pas durant la Renaissance, on ne le trouve pas vraiment dans les documents, mais on a dit plus tard que c'était des sièges pour les dames, et sur lesquels elles pouvaient caqueter à l'aise. Voilà, d'où le terme caquetoir. Alors, sous Louis XIII, le style Louis XIII donc couvre une période qui court de la mort d'Henri III en 1589 à la prise personnelle du pouvoir par Louis XIV en 1661. Donc vous voyez, c'est un style assez long. Par contre, ce n'est pas tout le règne de Louis XIII, parce que Louis XIII règne de 1610 à 1643. Mais très souvent, les styles qui portent le nom d'un roi ne recouvrent pas exactement la période de règne. Donc après les ravages des guerres de religion, Henri IV va donner la priorité à la reconstruction du royaume. On assiste à une nouvelle stabilité, entraînant une certaine prospérité économique, avec un essor relatif du commerce et de l'agriculture. Cet essor économique va entraîner l'accession de nouveaux groupes sociaux au pouvoir financier important, les officiers. Avec la Paulette, en 1604, taxe qui permet de transmettre directement sa charge à son héritier, se crée petit à petit une noblesse de robe qui va faire main basse sur une grande part des charges financières et administratives de l'État. Ces nouveaux privilégiés
vont entreprendre des constructions importantes. Les châteaux, qui étaient autrefois défensifs, mais qui ne peuvent plus résister face au nouveau développement des techniques militaires, vont devenir non plus des objets défensifs, des demeures défensives, mais des demeures de loisirs dans lesquelles on va chercher à être confortablement installé. Les appartements, dans ces châteaux, les appartements vont commencer à se structurer. C'est ce que on les connaît grâce aux gravures d'Abraham Boss. Donc chaque pièce avait une destination précise. Et on chemine dans les appartements en passant des espaces plus publics aux espaces les plus privés. Et plus on va avancer dans l'appartement, plus le décor va devenir riche. Donc, la première pièce des appartements était la grande salle qui était ouverte à tous. Puis, on passait dans l'antichambre. Et dans l'antichambre, on prenait ses repas. Et vous voyez, les tables n'étaient encore que des tréteaux sur lesquels on posait une planche de bois et ils étaient retirés après le repas. Les sièges, par contre, vont avoir de plus en plus d'importance. Enfin, on arrive dans la chambre. La chambre, c'était l'espace privé, mais c'était l'espace où l'on pouvait recevoir. Et on le recevait depuis son lit. Voyez. Ce lit était entouré de sièges sur lesquels pouvaient s'asseoir les invités. C'est dans cette pièce que se trouvaient les œuvres d'art et les meubles les plus précieux. Ces meubles et objets d'art devaient souligner la richesse et le rang du propriétaire. Alors nos fauteuils, ils vont beaucoup évoluer à cette époque. Le terme fauteuil apparaît dans les années 1630 à 1640 dans les inventaires. Il remplace le terme de chaise à bras qui venait lui-même de chair, chaise à bras, fauteuil. Une évolution importante apparaît au début du XVIIe siècle. Vous voyez, pour la première fois, les garnitures est fixée au siège par des clous. Ce n'est pas un coussin mobile qu'on dépose sur le siège pour être plus confortable. Désormais, la tapisserie est clouée au fauteuil. Autre évolution importante, c'est l'apparition du tournage. Le tournage, c'est une des marques du fauteuil Louis XIII. Alors il peut être ici en chapelet, vous voyez, ce sont des petites boules qui se succèdent, hop, en spirale quand on avance dans le temps, et enfin à ce qu'on appelle à balustre à la fin du style. L'entretoise en H était également fort caractéristique du style Louis XIII. Si vous vous souvenez bien, à la Renaissance, les entretoises étaient à l'extérieur. Voilà, il faisait un carré extérieur. Là, cette nouvelle entretoise en H va permettre au siège de devenir plus aérien. Ceci dit, l'entretoise est encore importante. Les menuisiers n'osent pas encore laisser libre 4 pieds sans renfort. Le renfort aussi, caractéristique du Louis XIII, c'est cette barre-là qui est sous la ceinture du siège. Et elle s'est très très souvent présente, toujours tournée. Voilà, ça c'est un fauteuil qui s'appelle le mobilier des Fiat, qui a été conçu en 1645. Et là, vous voyez pour la première fois, le dossier s'incline légèrement vers l'arrière. En fait, dans l'évolution du siège, on va aller chercher de plus en plus de confort. Quand les sièges s'inclinent vers l'arrière, on sera installé beaucoup plus confortablement dans son siège. On pourra mieux se reposer. Et pour la première fois aussi ici, les supports d'accotoir s'incurvent.
Alors, le style Louis XIV. Le règne de Louis XIV sera le plus long de l'histoire de France. Il est marqué par 20 ans de paix, mais également 20 ans de guerre. C'est Louis XIV qui assume personnellement le pouvoir à la mort de Louis de Mazarin en 1661. Il donne à la France son pourtour actuel, fortifié par Vauban. Si le ministre Colbert souhaite favoriser l'industrie, le système de production est encore organisé autour de l'artisanat, avec son système corporatiste maître, compagnon, apprenti. C'est également sous Louis XIV que sont fondées les grandes académies de peinture et de sculpture, ainsi que les manufactures royales comme les Gobelins. L'artisanat de luxe va connaître un essor considérable et sans précédent dès 1660. La cour s'installe à Versailles en 1682, Versailles qui deviendra le symbole du pouvoir royal. Avec sa cour, son étiquette, Versailles va influencer toutes les cours d'Europe dans le domaine des arts décoratifs. Et son étiquette très précise va être... Voilà. Et donc il va y avoir une étiquette, donc il y a une étiquette très très stricte à la cour de Louis XIV. Et comme vous allez voir, le siège aura toute son importance. Donc Louis XIV, c'est l'image du roi absolu. C'est lui qui va instaurer cette étiquette très stricte. À Versailles, seuls le roi et la reine ont le droit de s'asseoir sur un fauteuil. En leur présence, les princes de sang ont droit à une chaise à dos et les duchesses à un pliant ou tabouret. Les autres doivent rester debout. Pour la petite anecdote, le terme tabouret pouvait alors également désigner la personne qui avait le droit de s'y asseoir. Ainsi, Saint-Simon, dans ses mémoires, nous dit « Monsieur disait à la princesse de baiser les personnes qu'elle devait, c'est-à-dire princes et princesses de sang, ducs et duchesses et autres tabourets. » Voilà. On trouve aussi dans les mémoires de Saint-Simon et les lettres de Madame de Sévigné de nombreux témoignages et anecdotes relatives à la hiérarchie des sièges. Pouvoir s'asseoir en présence du roi ou de la reine est cause de jalousie, de querelles et d'intrigues. Voltaire s'exprime ainsi dans son dictionnaire philosophique. Le fauteuil à bras, la chaise à dos, le tabouret ont été depuis des siècles d'importants objets politiques et d'illustres sujets de querelle. Devait-on s'asseoir dans une certaine chambre, sur une chaise, un tabouret ou ne pas s'asseoir du tout? Voilà ce qui intriguait toute la cour. Alors, nos sièges. Le style Louis XIV est vraiment un style de roi. Le fauteuil exprime sa grandeur. Donc vous voyez, on a des fauteuils encore très très hauts et qui vont devenir très richement sculptés. Les formes sont amples, les pieds sont moulurés en gaine. Plus le tournage disparaît, vous voyez, on a ce pied gaine et les entretoises vont être le lieu d'un décor très important et très décoratif. Ici, on avance dans le temps, donc on commence à avoir un peu plus de courbe, surtout dans les supports des accotoirs et les accotoirs, et au sommet du dossier. À la fin du règne, les lits de repos font leur apparition. Et là, vous voyez qu'apparaissent les ceintures des assises qui vont non plus être garnies, mais elles-mêmes sculptées. Donc la sculpture gagne l'ensemble des bois du bâti. Encore un exemple. Vous voyez toujours ce décor très richement sculpté, toujours ces entretoises, et ce décor qui se développe sur l'ensemble du bâti. La Régence. Donc le style Régence couvre la période qui va de 1700 à 1730.
Donc le style débute durant le règne de Louis XIV. Louis XIV meurt en 1715 et c'est le futur Louis XV, son arrière-petit-fils, qui lui succède. Mais durant sa minorité, la régence est assurée par Philippe d'Orléans, qui est neveu de Louis XIV. Il est le fils de monsieur. Donc en 1715, la cour quitte Versailles pour Paris. À cette occasion, de nombreux chantiers de construction sont entrepris et des nouveaux hôtels particuliers sont construits dans des quartiers comme le Marais, le Faubourg Saint-Honoré ou le Faubourg Saint-Germain. Les grands seigneurs et les financiers vont faire décorer et meubler fastueusement ces nouvelles demeures. Une nouvelle vie mondaine va se déporter de la cour vers les particuliers. Intimité, on recherche l'intimité, la sociabilité, loin de la pompe et du faste de Versailles. Des femmes d'esprit ouvrent des salons. On tend à une vie plus confortable au sein de demeures luxueuses et raffinées. Donc le siège va suivre cette évolution. La période, le style régent, c'est un style de transition. Donc on retrouve des sièges encore assez amples, mais qui vont évoluer. Alors les courbes, comme on disait, apparaissent sur les dossiers. Et vous voyez, au début du style, le cadre n'apparaît pas, et à la fin, le cadre apparaît, qui lui-même va être gagné par la sculpture. Les consoles d'accotoir vont être reculées par rapport au pied antérieur, ce qui va permettre, quand on s'assoit, d'avoir plus d'espace pour les robes et pour s'asseoir confortablement. Les arcotoirs se garnissent de manchettes, ce qui est aussi beaucoup plus confortable. Cependant, au début du règne, on trouve encore nos entretoises qui vont, vous allez voir, disparaître, voilà, avec le temps. Ici, hop, pardon, hop, hop. Vous voyez, les coquilles vont être une des caractéristiques du décor. Elles seront en ailes de chauve-souris ou plus ressemblant à un coquillage comme ici. Elles s'enroulent vers l'intérieur avant d'être définitivement adoptées avec un enroulement à l'extérieur qui annonce complètement le style Louis XV. Donc, le type de siège aussi vont se diversifier. Apparaissent les bergères, toujours suite à une recherche de confort. Alors, on va installer un coussin, on va regarnir l'interstice entre les supports d'accotoir et les accotoirs pour conserver la chaleur, et des oreilles, comme ceci, là on dit une bergère à oreille, vont apparaître, qui va permettre de caler la tête. Le lit de repos va laisser place à ce qu'on appelle la duchesse, qui va dans le temps évoluer en duchesse brisée, comme on va voir. Ici, c'est les premières chaises cannées dont la mode provient d'Angleterre et des Pays-Bas. Là, ce siège était évidemment garni de nombreux coussins, hein, pour plus de confort. Alors nous voilà arrivés au style Louis XV. Donc Louis XV accède au pouvoir à sa majorité en 1723. En 1722, la cour s'est de nouveau installée à Versailles, où les chantiers des petits appartements sont entrepris à partir de 1738. La décoration y est moins solennelle, l'étiquette moins présente. Alors depuis le XIIIe siècle, comme on l'a vu, et ce jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les artisans et commerçants vont être régis par un système de corporation très strict. Personne ne pouvait exercer sans avoir acquis ses lettres de maîtrise. Chaque métier et chaque sous-métier avait sa propre corporation, et chaque corporation définissait ses propres conditions d'accès à la maîtrise et le cadre de son exercice. Les statuts des corporations régissaient le temps de travail.
on n'avait pas le droit de travailler le dimanche, pas le droit de travailler la nuit, pas le droit de travailler les jours de fête. Les statuts établissaient aussi les réglementations sur les méthodes de travail, les produits et les matériaux utilisés. En cas de dérogement constaté par des jurés, une amende était appliquée qui était partagée entre la corporation et le roi. Alors les artisans du meuble étaient sous la tutelle de deux communautés différentes. La communauté des menuisiers ébénistes et la communauté des peintres sculpteurs. La communauté des menuisiers ébénistes, elle, regroupait deux corporations. La corporation des ébénistes qui étaient des menuisiers qui avaient plaqué des bois précieux sur leurs meubles, bois précieux comme l'ébène, d'où le terme ébéniste. Et la corporation des menuisiers qui faisait tout ce qui était siège. Les ébénistes n'avaient pas le droit de fabriquer des sièges, les menuisiers n'avaient pas le droit de fabriquer des meubles. Dans la communauté des peintres sculpteurs se trouvait la corporation des sculpteurs, qui va beaucoup nous intéresser, et la corporation des peintres d'horreur. La corporation des menuisiers regroupait donc les menuisiers en meubles, les menuisiers en bâtiment qui faisaient tout ce qui était lambris, les menuisiers en carrosse qui faisaient les caisses en bois des carrosses, des chaises à porteurs et des calèches, et les menuisiers en billard. Donc vous voyez, c'était un système très strict. Chaque artisan avait sa place. Donc pour pouvoir ouvrir un atelier à l'abri d'une corporation, il fallait être maître. À Paris, pour accéder à la maîtrise, on passait par l'apprentissage. Celui-ci dirait 6 ans chez les menuisiers. Donc à l'âge de 12-14 ans, l'apprenti était placé chez un maître, ses parents passaient contrat devant notaire, le contrat stipulait les frais d'apprentissage qui étaient payés par les parents, et le maître devait à son apprenti enseignement, nourriture et logement. Il était pour un maître obligatoire d'avoir un apprenti. Puis une fois son apprentissage terminé, on devenait compagnon, et ce pendant 3 ans. Le compagnon était alors apte à se présenter à la maîtrise. Mais pour ceci, il fallait qu'il réalise grandeur nature, un chef-d'œuvre, sous les yeux des maîtres. Il devait également payer des frais d'accès à la maîtrise, mais ces frais étaient très élevés et inégalitaires. Un fils de maître, par exemple, payait moins qu'un candidat étranger au métier. C'est pour cela que l'on pouvait soit rester compagnon jusqu'à réunir les fonds nécessaires à l'acquisition d'une maîtrise, soit rester ouvrier ou compagnon toute sa vie. On pouvait encore s'installer comme ouvrier libre dans des enclos privilégiés, moyennant une redevance. Ces enclos privilégiés, dits libres, étaient situés par exemple à Paris, à l'abbaye Saint-Antoine des Champs, qui deviendra le faubourg Saint-Antoine, ou encore à Saint-Germain-des-Prés à Paris. Donc, le bureau de la communauté des menuisiers ébénistes était composé de 6 jurés qui surveillaient la qualité des ouvrages. 4 fois par an, ils faisaient le tour des ateliers pour y contrôler la marchandise. Si celle-ci était jugée défectueuse, elle était saisie et vendue. Le poinçon de Jurande, que vous voyez ici, là c'est la frappe du poinçon, était apposé lors de cette tournée des jurés, était apposé sur les meubles présents à ce moment-là à l'atelier. Donc JME pour Jurande des menuisiers ébénistes. C'est pour ça que ce poinçon se retrouve assez rarement en fait sur les meubles du XVIIIe, parce qu'il n'était apposé que lors de la tournée des jurés. L'estampille, par contre, a été rendue réobligatoire en 1743. Elle l'était autrefois, mais elle n'a jamais été apposée avant cette date. Là, donc cette marque était frappée sur les sièges et les meubles, et à chaque frappe, on devait redevance. Lors des contrôles, les pièces non estampillées étaient confisquées et le maître était soumis à une amende de 20 livres.
les ouvriers libres n'étaient pas soumis à cette redevance. Par contre, on retrouve cette obligation dans des grandes villes comme Lyon ou Dijon. Donc, pas moins de 4 corporations, ou même 5 sous Louis XVI, étaient nécessaires à l'élaboration d'un siège. Le maître menuisier réalise le gros bois, c'est-à-dire le bâti et ses assemblages. Ensuite, il porte le meuble au menuisier, car il n'a pas le droit d'avoir dans son propre atelier un maître sculpteur. Donc le maître sculpteur, qui dépend de la corporation des sculpteurs, a son propre atelier. Il reçoit le meuble et il réalise les sculptures sur les masses laissées libres. Puis il renvoie le meuble au menuisier qui l'assemble définitivement et le cheville. Enfin, si le meuble ne reçoit qu'une finition teinte ou cirée, le menuisier peut le faire. Mais si cette finition doit être dorée ou peinte, il envoie son meuble chez un peintre d'horreur qui faisait partie de la corporation des peintres d'horreur. Donc le meuble pouvait être peint au naturel, comme ici, ou doré, pour les meubles plus fastueux, comme ici. À ce moment-là, le menuisier peut récupérer son meuble, son siège, mais il doit encore être garni. Donc il peut s'adresser à un tapissier garnisseur et revendre le meuble lui-même, ou laisser à la communauté des marchands tapissiers le soin de vendre le meuble. Par contre, les estampilles que l'on retrouve sur les sièges appartiennent toujours au menuisier. Ce n'est jamais l'estampille du sculpteur ou celle du tapissier. Seuls les menuisiers avaient le droit d'estampille, avaient l'obligation d'estampille. Voilà, donc le parcours d'un siège au XVIIIe siècle était assez long et comme vous voyez, il passait d'un atelier à l'autre. Donc petit à petit, notre siège va se libérer de son aspect important, imposant, hérité du XVIIe siècle. Les lignes vont continuer à s'incurver de plus en plus et le siège va continuer à gagner en légèreté. Ici, nous avons un fauteuil à châssis. Alors, le châssis a été inventé à cette époque pour pouvoir changer d'automne à hiver la garniture. Donc, pendant l'hiver, on utilisait des tissus comme des velours et l'été, des soieries. Et les fauteuils à châssis, assez riches, permettaient de passer d'une garniture à l'autre. Donc, vous voyez, la courbe s'impose. Partout, et on a des moulures en ce qu'on appelle en coup de fouet. Même les supports des dossiers vont s'incurver. Et vous voyez, ici, on est presque incapable de dire où se trouvent les assemblages. Donc l'ornementation va devenir de plus en plus exubérante. Les coquilles qui étaient symétriques vont avoir tendance à ce qu'on appelle se déchiqueter. Et c'est ce qu'on avait appelé l'ornement rocaille. Donc une certaine exubérance dans la sculpture. Plus rien n'est symétrique. Vous voyez, là le dossier, d'un côté à l'autre, n'est absolument plus symétrique. La coquille est complètement déchiquetée. C'est ce qu'on appelle l'ornement rocaille. Mais très vite, cette exubérance va être décriée. Et par exemple, Voltaire, dans son Temple du goût, va parler d'amas ridicules de coquillages, de dragons, de roseaux, de palmiers et de plants. Et à la fin du style Louis XV, on va vers un certain assagissement du décor. Une des grandes apparitions de l'époque est aussi le fauteuil en cabriolet, dit appelé aussi fauteuil volant. Alors pourquoi volant ? Parce que vous voyez, c'est un siège beaucoup plus petit qui va pouvoir se déplacer facilement. En opposition au fauteuil dit à la reine, dont les dossiers étaient complètement plats et qui étaient généralement disposés le long des murs. Donc notre fauteuil volant ou fauteuil en cabriolet, vous voyez, pour la première fois, le dossier est enveloppant. Hop, ici, il va envelopper le dos.
ce qui va avoir l'effet d'être beaucoup plus confortable. De nouveaux types de meubles vont apparaître. Donc la duchesse va se briser, d'où le terme duchesse brisée. On va avoir des canapés appelés ottomanes, vous voyez, toujours enveloppants. Ce type de canapé, les confidents vont apparaître, vous voyez, sur le côté. Et ce siège-ci va être appelé une voyeuse. Alors pourquoi voyeuse? Parce que c'était des sièges qui servaient au moment des jeux. Donc il y avait une personne qui pouvait s'asseoir ici et jouer à sa table à jeu. Et derrière, quelqu'un pouvait s'appuyer pour suivre aussi le jeu qui était en train de se dérouler. Mais comme je vous disais, ça c'est une petite anecdote, un style ne recouvre pas forcément un règne précis. Et sous Louis XV, chez Madame du Barry à Louvciennes, le roi sera assis sur un siège typiquement Louis XVI, siège que l'on va étudier maintenant. Alors, le règne sous Louis... C'est toujours... Oui. Contrairement à son grand-père, Louis XVI va se montrer peu intéressé par les arts de son temps. Mais son épouse Marie-Antoinette et ses frères, les comtes d'Artois et de Provence, futurs Louis XVI et Charles X, vont protéger les artistes et encourager les créateurs par des commandes importantes. Ils seront d'ardents propagateurs d'une mode nouvelle qui cherche ses sources dans l'Antiquité gréco-romaine. Après les découvertes des fouilles d'Herculanum et de Pompéi, le retour à l'antique et à son vocabulaire ornemental s'impose dans toute l'Europe dès les années 1750-1755. Ce retour à l'antique est marqué par le triomphe de la ligne droite. Alors là, vous voyez, on a un style totalement différent. Fini les courbes, retour à la ligne la plus droite possible. Et un ornement à la grecque, en opposition aux fantaisies rocailles. Monsieur de Marigny, frère de Madame de Pompadour et futur surintendant du roi, va faire le voyage en Italie, accompagné des architectes Soufflot et du graveur Cochin. À leur retour, Cochin publie dans Observations sur les antiquités d'Herculanum ses observations. Nous avions vu et vu avec réflexion le ridicule de la rocaille nous parut à tous bien sensible et nous ne nous en tûmes point. En effet, Cochin ne se tue point, puisqu'en 1754, il publie sa supplique aux orfèvres et sculpteurs sur bois, demandant aux artisans de ne plus torturer ce qui devrait être carré, de revenir aux formes droites et de se remettre sur la voie du bon goût du siècle précédent. Donc vous voyez, l'esthétique du siège change complètement. La structure même du siège qui voulait disparaître sous Louis XV va réapparaître avec les dés de raccordement qui marquent bien les endroits d'assemblage à tenons et mortaise. Les pieds sont tournés, cannelés ou cannelés en spirale comme ici. Le décor ornemental évolue avec un vocabulaire plus strict. Donc ce sont des moulures assez droites avec des frises de piastres. Voilà, des raies de cœur, beaucoup plus stricts. Ce sont les dossiers qui vont avoir le plus d'originalité. Donc on va avoir des dossiers carrés, des dossiers en anse de panier, des dossiers à chapeau de gendarme, des dossiers, vous voyez là la colonne ne fait plus partie du dossier elle-même. Le dossier médaillon va faire son apparition. Le vocabulaire ornemental emprunte encore à l'Antiquité avec l'apparition des petits chapiteaux, voilà, en haut des pieds. Les recherches décoratives continuent à foisonner en cette seconde moitié du siècle, mais c'est surtout Georges Jacob qui va être à l'origine de nombreuses évolutions. Alors Georges Jacob était un ébéniste aux idées foisonnantes. Et il marquera la production du siège Louis XVI
Il travaillera pour Marie-Antoinette et pour les comtes de Provence et d'Artois. Sa production très originale reflète le goût de l'époque. Alors sa première livraison pour la famille royale fut celle du mobilier à la turque pour le comte d'Artois qui livre en 1777. Alors ça, ce sont des fauteuils totalement fantaisistes, dits à la turque. Pourquoi à la turque? Parce qu'on retrouve des draperies qui sont dites exotiques, des cornes d'abondance. Vous voyez, les supports d'accotoirs sont en forme d'abondance. Il y a des filets de perles sur tous les accotoirs, les traverses. Il y a des croissants de lune qui sont dans les déraccordements. Ces sièges étaient très nouveaux pour l'époque et apparaissent des pieds en sabre qui vont avoir une longue postérité. Et un premier dossier à enroulement vers l'arrière, je ne sais pas si vous voyez bien, qui s'enroule vers l'arrière, qui va aussi être repris durant tout le XIXe siècle. Georges Jacob est aussi l'auteur de ce mobilier pour Marie-Antoinette à Trianon. C'était le mobilier de la chambre de Marie-Antoinette. Donc on trouve quelque chose de tout à fait nouveau. C'est que là, c'est une production royale, mais elle ne sera pas dorée, mais peinte au naturel. Et elle sera marquée par le goût de l'époque pour un retour à la nature. Et vous voyez, il y a un très joli décor sculpté avec des petits feuillages, des fleurs de jasmin, des fleurs de muguet. C'est ce mobilier est appelé mobilier aux épis. Enfin, toujours pour Marie-Antoinette, pour la laiterie de Rambouillet, voici un nouveau type de siège avec, pour la première fois, l'apparition de l'acajou. Et dans ce fauteuil, il ne fonctionne plus très bien, vous voyez le premier fauteuil inspiré des sièges curules. Voilà. Et il était dit à l'antique avec un système une décoration de palmettes et ces grands croisillons qui se voulaient des sangles comme autrefois. Donc ce mobilier a été dessiné par Hubert Robert, peintre, et s'inspire des meubles qui apparaissaient sur les amphores et les vases gréco-romains. Et ces vases étaient à l'époque dits à l'étrusque, d'où le terme à l'étrusque que l'on a donné à ces sièges. Merci beaucoup. Donc voilà. Vous voyez, décor de palmettes qui aura une large postérité. Autre innovation, les dossiers vont s'évider. Et cet évidement, ces dossiers évidés sont issus de l'Angleterre. En effet, en Angleterre, Chippendale avait fait publier en 1754 un recueil intitulé The Gentleman and Cabinet Maker Director, qui comprenait des très nombreuses pièces, des très nombreuses pages d'ornements et de dossiers ajourés. Ces gravures vont largement se diffuser et vous voyez, auront une grande influence sur Jacob, parce que vous voyez, ceci c'est un fauteuil en acajou de Georges Jacob et on voit bien le parallèle qui existe entre le fauteuil et les planches de Chippendale. Après la Révolution, avec l'accession au pouvoir de Napoléon sous le Directoire, le Consulat puis l'Empire, l'ensemble des arts va participer à l'affirmation de la puissance de l'empereur. Elle va servir sa légende et sa grandeur. L'empereur avait la volonté affirmée de marquer l'art de son temps, de son empreinte personnelle. Ce que je cherche avant tout, aurait-il dit, c'est la grandeur. Tout ce qui est grand est toujours beau. À partir des années 1795, les architectes remplacent les ornementistes comme concepteurs de la décoration intérieure. Les architectes Percier et Fontaine vont travailler pour de nombreux dignitaires du consulat
Et puis ils vont acquérir la confiance de Napoléon et vont superviser tous les travaux de mise à jour, de mise au goût du jour des palais impériaux. Pour les architectes Percier et Fontaine, l'ameublement se lie de trop près à la décoration intérieure pour que l'architecte puisse y être indifférent. Alors, pour les nouveaux trônes de notre empereur, les architectes Percier et Fontaine vont faire des propositions. Donc ça, c'est, vous voyez, une aquarelle de Percier et Fontaine. Et ce siège va en être issu, fabriqué par Jacob Desmalter, qui est un des fils de Georges Jacob qu'on a vu précédemment. Ce trône, donc réalisé par Jacob Desmalter en 1804, ce trône va être pour la salle du trône aux Tuileries. Il servira aussi lors du sacre de Napoléon à Notre-Dame. Ce second siège, lui, a été réalisé pour le Salon du Roi de Rome aux Tuileries. À l'origine, il y avait deux fauteuils du même type. Alors pour la petite anecdote, aujourd'hui, un de ces fauteuils est à Rabat et sert de trône au roi du Maroc. Donc on voit ici un dossier rond, très imposant, que l'on retrouve aussi ici chez le menuisier Bélanger. Et ceci, c'est sur un dessin, c'était un dessin de l'architecte Percier, Charles Percier. Donc, la campagne d'Égypte de 1798 à 1801 accentue l'engouement pour l'Égypte qui trouvait déjà ses prémices sous Louis XVI. Les estampes de Dominique Vivant-Denon du voyage dans la basse et haute Égypte pendant les campagnes du général Bonaparte vont permettre de diffuser des dessins, des monuments et des relevés de décors et vont propager une meilleure connaissance de l'archéologie égyptienne. Et il va y avoir un rayonnement dans tous les arts décoratifs français. Donc vous voyez ici ces figures en support d'accotoir, une très belle figure de sphinge. Voici. Georges Jacob, que l'on a vu travailler pour Marie-Antoinette, travaillera jusque sous le consulat. Lui succèdent ses deux fils, Georges II et François-Honoré Jacob, qui reprennent l'atelier sous le nom de Jacob Frères. Ils conservent les modèles de leur père, caractérisés par une grande élégance. Alors cette première petite chaise est une chaise estampillée Jacob Frères. L'atelier se développe. Avec la disparition du système des corporations sous la Révolution, les ateliers vont croître et regrouper sur un même lieu différentes spécialités, ce qui était interdit autrefois. L'atelier des Jacob sera une installation modèle pour l'Empire. Il regroupe en son sein des menuisiers du bâtiment, des menuisiers en meubles, des ébénistes, des sculpteurs, des tourneurs, des peintres, des doreurs, mais aussi des bronziers et doreurs sur métaux, des tapissiers et des serruriers. Ainsi, peu à peu, les ateliers se transforment en entreprises et celle de Jacob Desmalter regroupera jusqu'à 300 ouvriers. Donc à la mort de son frère Georges II, François-Honoré poursuivit l'aventure sous le nom de Jacob Desmalter. Il sera sous l'Empire le principal fournisseur du mobilier royal. Alors ça, on avait vu un premier trône ici, voilà, par Jacob Desmalter, et ici un second, toujours pour les Tuileries. Jacob Desmalter obtiendra de nombreuses récompenses lors des expositions des produits de l'industrie. Le siège Empire est un siège avec un retour aux formes beaucoup plus strictes. L'architecture du siège est de plus en plus présente. On assiste à une certaine simplification des formes et de l'ornementation qui va devenir plus systématique. Voyez, hop, je
Je suis en train d'user toutes les piles. Voilà. Donc une ornementation plus systématique, un peu plus lourde, avec de nombreuses palmettes, des guirlandes de laurier, des rosaces. Les pieds en sabre se systématisent. Les pieds avant, par contre, peuvent être finis par des griffes de lion. Plus originales seront les supports d'accotoirs. Donc on avait vu, ils pouvaient être en sphinge, ils peuvent être en colonnes, rappelant les colonnes avec des palmiers. Ils peuvent être en carquois de flèches. Mais les sièges les plus simples, les petits sièges légers sont encore à dossier ajouré. Là, le fauteuil gondole que vous voyez ici va apparaître avec un dossier de plus enveloppant qui va envelopper encore plus le dos. Donc, à l'abdication de Napoléon en 1814 et la proclamation de la République, entre l'abdication de Napoléon et la proclamation de la République, la France va connaître une histoire mouvementée. En 1814, le comte de Provence, frère de Louis XVI, monte sur le trône sous le nom de Louis XVIII et institue une monarchie constitutionnelle. En 1824, Charles X, anciennement comte d'Artois, lui succède. Les trois glorieuses chassent du trône et c'est son cousin Louis-Philippe qui devient roi des Français, à son tour chassé par la Révolution de 1848. Les nouveaux souverains ne seront plus le moteur de l'évolution du goût. Ils ne seront pas non plus à l'origine de grandes commandes. La noblesse, par contre, de retour d'exil, va vouloir rebâtir ce que la Révolution de 1789 leur a confisqué. La bourgeoisie va elle aussi commencer à imposer son goût. Sous la Restauration, le mobilier se caractérise par une grande qualité d'exécution. Les artisans travaillent encore à l'ancienne, les plus âgés ont été formés suivant les règles du XVIIIe siècle et ont formé les plus jeunes au respect des règles. Mais la suppression des corporations permet une plus grande liberté. Par exemple, on ne distingue plus l'ébéniste de menuisier. De vastes ateliers permettent de répondre aux commandes toujours plus grandes de la bourgeoisie. Et c'est Louis X amorce la mécanisation qui ira croissante sous Louis-Philippe. Dans les années 1835-40, on va ainsi passer de l'artisanat de grande série à une industrialisation modérée qui donnera de plus en plus de place à la machine. Dès lors, la bourgeoisie, qui représente une clientèle fort nombreuse, va imposer ses idées et faire évoluer les fabricants de meubles. Elle désire un mobilier de belle apparence, mais à prix raisonnable. Dès lors, la production ira vers des meubles robustes, pratiques et confortables, mais moins bien montés, moins raffinés qu'aux époques précédentes. Cependant à prix accessible. Donc, si vous voulez montrer. Ah oui, là. Merci. Avec le blocus continental imposé par Napoléon contre les Anglais, le continent fut confronté à une pénurie de matières premières, dont l'acajou venu de Cuba. Et d'un mobilier plutôt foncé, on va passer à un mobilier dans les tons clairs. Avec l'utilisation de bois tels que le frêne, l'érable qui peut être moucheté, flammé, ou encore la loupe d'orme. Pour la première fois, les sièges vont être plaqués. Donc plaqués de bois clair, hop, avec des incrustations de bois foncé comme de l'amarante. Sous Louis X, ça pourrait être inversé, c'est-à-dire on va avoir des bois foncés à l'extérieur avec des incrustations de bois clair. Les formes vont s'arrondir. Vous voyez, on retrouve nos dossiers en gondole apparus sous l'Empire, mais qui vont se généraliser, y compris aux petites chaises. Voilà. Les pieds arrière sont toujours en sabre, mais les pieds avant vont être dits en jarret. Vous voyez, avec ce motif à enroulement en haut. Les supports d'accotoir vont être à enroulement. Les sièges sont légers, facilement manipulables et confortables. Hop, et je finirai ma présentation
avec un petit clin d'œil et un retour au Moyen-Âge. En effet, une curiosité apparaît à l'époque. Le goût prononcé pour un Moyen-Âge romancé est retrouvé. On retourne aux formes dites médiévales ou gothiques, avec, vous voyez, des fenestrages et des parties polylobées. Ce romantisme a été développé par des artistes comme Delacroix ou encore Victor Hugo, qui fait paraître Notre-Dame de Paris en 1831. Voilà. J'ai donc fini pour mon petit tour d'horizon de l'histoire du siège. J'espère que je vous ai intéressé et que j'ai été assez claire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.